Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce troisième CM qui portera sur les espaces de faible densité et qui vient compléter celui qu'on a fait la semaine dernière sur les espaces de forte densité. Donc voilà, on s'est intéressé un peu aux deux phases des fortes et des faibles densités. Alors, déjà, juste pour remettre quelques chiffres, euh, 54% de tout l'espace des terres émergées n'accueille que finalement 2% de la population. Donc on voit bien, comme on a vu à l'inverse du CM d'avant, qu'on peut avoir très peu de population sur une part importante de l'espace. Et donc on voit en creux qu'effectivement la population est vraiment concentrée sur certains espaces. Et donc j'ai réentouré les plus grands espaces vides. Déjà l'Antarctique, aussi l'Arctique et de manière plus générale le cercle polaire, hein, tout ce qui est au-dessus du cercle polaire dans l'hémisphère nord. Et ce qu'on appelle la ceinture aride que j'ai pas vraiment représentée ici parce que j'avais pas un bon, enfin, des bonnes formes pour le faire, mais en gros qui s'étend, qui prend le Sahara, un peu le Moyen-Orient et l'Asie centrale, hein, c'est parfois surnommé la ceinture aride et enfin l'Australie, excepté quelques parties des littoraux qui est aussi très peu peuplée. On va donc un petit peu se poser la question de, qu'est-ce qui explique, ces espaces vides, heu, leur intégration, dans les sociétés et enfin un peu les des enjeux spécifiques en fonction de la densité. Alors sachant que je reprendrai aussi les enjeux des fortes densités, pour refaire un peu le bilan des 2 CM. Donc on va commencer par un grand 1 le qui sera nettement plus long que le reste, hein, donc vous inquiétez pas si cette vidéo est longue, les autres seront plus courtes, qui va se poser la question des grands facteurs qui limitent l'installation humaine. Donc les contraintes, il y en a plusieurs, hein, cette fois, contrairement aux facteurs qui expliquaient que certains espaces étaient plus densément peuplés, au contraire, sur les espaces faiblement peuplés, les plus grands facteurs d'explication sont liés à l'environnement et je me suis concentrée sur 3 principaux et le premier, ce sont les contraintes liées aux régions froides. Donc on va commencer par parler des régions froides. Donc si on reprend cette carte, on voit bien que les régions polaires, sont parmi les moins peuplées du monde. Déjà, simplement en Antarctique, il n'y a pas d'habitat permanent. Aucun homme en fait, aucune société s'est installée en Antarctique. Il y a seulement quelques, scientifiques, qui s'installent. Hem, c'est des bases scientifiques, hein, en Antarctique. Il y a aucun accès qui est possible à ces bases entre novembre et mars. Donc les scientifiques qui y sont en vase clos, hein. S'il y a un incident, ils doivent se débrouiller seuls. Ils font ce qu'on appelle un hivernage. Ils sont, en hiver en Antarctique pour faire leurs mesures, mais il n'y a aucun habitat permanent. Sur les autres espaces, des régions froides, je vais vous donner quelques chiffres de densité, hein, pour vous montrer à quel point on est dans des espaces très, très peu peuplés. Le Groenland, par exemple, c'est l'espace habité où la population est la moins dense, avec 0,03 habitants au kilomètre carré. Donc c'est extrêmement peu. L'Alaska, c'est seulement 0,4 habitants au kilomètre carré et des régions, on va dire, qui importantes comme, la Sibérie ou comme, l'ensemble du Canada se situent à peu près entre 3 et 4 habitants au kilomètre carré. Voilà, on voit que les régions froides sont marquées par ces densités très faibles. Alors, la commune, habitée la plus au nord, c'est, Ny-Ålesund. Elle est à presque 80° de latitude nord, hein. Vous avez ici une carte avec une projection polaire pour, le petit trait, en pointillé, c'est le cercle polaire, donc on est bien largement au nord du cercle polaire. Elle appartient à la Norvège et vous avez une photographie ici, il y a entre 30 et 150 habitants. La variation, c'est parce qu'une grande partie de ces habitants sont des scientifiques qui sont là pour faire, des mesures, mais il y a aussi des habitants permanents, qui ne sont pas des scientifiques à cet endroit-là. Donc là, on est dans des conditions absolument extrêmes. Et donc on va un peu parler de ces conditions extrêmes qui expliquent que le peuplement est aussi complexe en identifiant 3 contraintes majeures. Le froid extrême, le couvert de glace et la nue polaire et on va notamment détailler le froid extrême, donc on va commencer par celui-ci. Dans les Là, le froid extrême, là où il est le plus froid, c'est en Antarctique, hein, en zone non habitée, puisque le record, de froid, mesuré se situe en Antarctique avec -93°.
Mais voilà, il y a aucun humain, sur place. Faut ajouter juste aussi des vents katabatiques avec des records enregistrés à plus de 372 km/h, donc des conditions extrêmement difficiles. Mais même dans les zones habitées, hein, par exemple en Sibérie, vous avez ici une capture d'écran des actualités météo de janvier 2018, où pendant une semaine, les températures allaient jusqu'à -60 degrés. Alors c'est un peu drôle parce qu'ils disent le foie extrême avec -60 contre -50 en moyenne. -50, ça reste extrêmement froid, bien sûr, hein, voilà, des moyennes de -50 en janvier, et ça pose des problèmes vraiment concrets, notamment dans l'aménagement, hein. Par exemple, un truc tout bête, mais vous pouvez pas construire des canalisations. Vous savez, les canalisations pour, amener l'eau potable ou pour évacuer les eaux usées. Bah, non, parce qu'en fait, l'eau, elle gèle et donc ça ferait exploser les canalisations et ça ne fonctionnerait pas. Donc vraiment des problèmes d'aménagement et puis aussi des problèmes pour les activités humaines. Quand il fait -50, c'est impossible en fait de sortir plus de quelques minutes sans un équipement extrêmement, enfin sans avoir ça être vraiment, préparé en fait. Parce que le danger, c'est pas un inconfort, c'est un danger de mort à -50. Tu sais, il y a des risques d'engelure, d'hypothermie, donc voilà, ça limite forcément, on peut pas travailler en extérieur par exemple dans ces moments-là. Alors, autre chose, on associe souvent le froid aux régions polaires, mais ça ne concerne pas que les régions polaires, ça concerne aussi les régions continentales en hiver. Donc les régions continentales, celles qui sont loin, des littoraux. Par exemple, en Mongolie, le désert de Gobi que vous avez ici, qui est très éloigné de la mer, qui a un effet un peu de régulateur thermique. Alors que loin de la mer, on a des contrastes de température qui sont extrêmement forts. Et ben, quand on voit le désert de Gobi en Mongolie, qui est le plus grand désert, d'Asie, en hiver, les températures, elles peuvent descendre jusqu'à -50. On a vu des records, le record est à -56. Mais ce qui est très, très, violent, c'est que, il y a une extrême amplitude thermique, c'est-à-dire un très fort écart entre l'été et l'hiver, puisqu'il y a à peu près jusqu'à, 90 degrés d'écart dans les températures moyennes entre l'été et l'hiver. Hem et cela conduit à pour les hivers, hein, je me reconcentre sur les températures froides, à des hivers extrêmement meurtriers pour le bétail qui sont appelés donc, en Mongolie des dzud. Heu, voilà, ça sert à qualifier des hivers extrêmement rigoureux qui déciment le bétail, hein, qui avait été la ressource principale quand même et qui arrivent souvent après des étés très chauds. Hem, le l'importance de l'effet justement sur l'élevage, un tiers de la population de Mongolie est éleveur. Donc quand le bétail, meurt par millions de têtes, ça a des conséquences extrêmes sur, de précarisation de ces populations. Alors, il existe 3 types, de dzud. Il y a le dzud blanc. Le dzud blanc, c'est celui dont vous avez une photographie ici. C'est quand il neige beaucoup, le territoire est couvert de neige et le bétail ne peut plus accéder, il peut plus brouter, il a plus accès à la nourriture. Il existe aussi le dzud d'acier. Là, ça qualifie des hivers où il y a des pluies verglaçantes, c'est-à-dire, de l'eau qui gèle en touchant le sol et ça rend le sol dur comme le métal. Donc pareil, les animaux ne peuvent plus, brouter. Et puis il y a le dzud noir, pas de neige, pas de pluie, mais juste un froid absolument extrême qui tue, les bêtes. Alors c'est un peu des détails, hein, mais je trouvais ça intéressant, de voir que les froids extrêmes, ça ne concerne pas que les zones polaires. Autre contrainte, je vous disais, c'est aussi le couvert de glace. C'est pas que le froid, c'est le fait que, le sol soit couvert de neige ou de glace et les zones qui sont recouvertes, d'une calotte glaciaire, c'est-à-dire, vraiment d'une épaisseur de glace. C'est ce qu'on appelle l'inland sea, cette calotte glaciaire. Ces zones-là sont inhabitées. C'est le cas de l'Antarctique, c'est le cas d'une grande partie du Groenland et il y a des zones où, il peut y avoir, on va dire une couche de neige seulement sur, plusieurs mois de l'année, sur l'hiver. Dans les 2 cas, le problème, c'est que ça rend impossible l'agriculture parce qu'il y a pas de sol, en fait. Il y a de la neige, ici, là, il y a vraiment pas de sol du tout et dans le cas où, même elle disparaît en hiver, il reste un permafrost, une partie gelée qui complique l'agriculture et donc les populations sont obligées de se nourrir grâce à d'autres sources, souvent la pêche, parfois l'élevage de rennes.
Donc voilà, c'est une autre contrainte, le couvert de glace. Et une troisième contrainte, c'est la durée du jour. Puisqu'on est, quand on est, très au nord ou très au sud, dans une, configuration où le soleil en été ne se couche pas. On parle du soleil de minuit parce qu'à minuit, on voit encore le soleil et en hiver, c'est l'inverse. Le soleil ne se lève pas. Il peut y avoir plusieurs mois d'obscurité totale. On parle d'une nuit polaire. Alors la nuit polaire, elle est difficile à vivre, hein, c'est compliqué, les rythmes humains sont faits pour avoir une alternance de jour et de nuit. Alors même si la nuit est notamment en cas de pleine lune, vous avez une photographie, elle a été prise de nuit, hein, c'est la lune que vous voyez, elle est très lumineuse parce que la lumière de la lune se reflète sur la glace et sur la neige, mais ça reste la nuit et pour vous donner un peu, en chiffres tout ça, je vous ai donné l'exemple, alors de Utqiagvik, ouais, bon, désolée pour la prononciation, c'est écrit sur la diapo en tout cas. Donc c'est en Alaska, c'est la ville la plus septentrionale, donc la plus au nord de l'Alaska, avec 4 000 habitants, hein, quand même, on n'est plus dans une base de 30 scientifiques. Eh bien, tous les hivers, c'est 2 mois sans voir le soleil, pendant 65 jours précisément. Et alors, c'est 2 mois sans le voir, mais quand il se lève, donc fin janvier, il se lève pour 1 heure. Il se lève à peu près à 13 heures et il se recouche à 14 heures. Donc voilà, faut imaginer que ces gens vivent, une partie de leur année, heu, dans la nuit, en permanence. Et puis entre mai et août, c'est l'inverse. Le soleil ne se couche plus, il y a plus de nuit. Donc c'est quand même contraignant, heu, de vivre dans ces conditions. Donc voilà, ça c'est toutes les raisons qui font que c'est compliqué de vivre dans des régions froides. On va s'intéresser maintenant au désert, et notamment, à la contrainte de l'aridité. Justement, on définit, les déserts par, l'aridité, par les faibles précipitations. On a pris le sens, de faible densité, mais c'est une extension, ce terme-là, parce que souvent, quand c'est aride, il y a une faible densité et donc on a pris l'habitude de parler d'un désert pour toute zone de faible densité. Mais strictement, la définition, géographique climatique, c'est en fonction de l'aridité. Il y a des déserts chauds et des déserts froids. On a parlé, du désert de Gobi qui est chaud en été et froid en hiver, par exemple. Alors, les déserts, ils sont présents sur tous les continents. Heu, il y en a plusieurs types. Vous avez juste ici, à titre indicatif, un classement en fonction, de à quel point ils sont arides, hein. Ils vont de désert absolu à semi-désert et avec une différence, donc dans tous les cas, les étés sont chauds, mais la question, c'est l'hiver. Est-ce que l'hiver est très froid, froid ou chaud? Donc voilà, là, vous avez une classification juste pour vous rendre compte de la diversité de l'objet géographique désert. Au total, on classe 25 millions de kilomètres carrés dans la catégorie des déserts hyper arides. Donc hyper aride, c'est quand il y a un manque critique d'eau, donc ça c'est mesuré, par la FAO. Et le plus grand désert du monde, vous le voyez ici très, très bien sur cette photographie aérienne, hein, on voit, que il y a pas de végétation. C'est le désert du Sahara, heu, en Afrique avec 8,5 millions de kilomètres carrés. La densité dans le désert du Sahara, elle est de 1 habitant au kilomètre carré, en excluant, le Nil ici, que vous voyez très bien. On voit très bien que, il y a la végétation autour de cette zone, cette ressource en eau. Mais si on exclut, le peuplement autour du Nil, on est à 1 habitant au kilomètre carré. Les contraintes dans le désert, il y en a 2. Donc on a dit la première, c'est l'aridité. Ensuite, on parlera des températures. L'aridité, c'est le manque d'eau rend impossible l'agriculture. Or, on a vu, l'agriculture, c'est vraiment un facteur, d'installation des populations et du développement et de la croissance de leur nombre. Hop, j'ai peut-être un problème de diapo. En tout cas, les, déserts, donc là, vous avez, un tableau avec les espaces les moins arrosés. Alors, par exemple, je vais reprendre l'exemple du Sahara. On considère l'espace du Sahara, malgré la zone ici qui se voit très bien, la limite officielle, en fait, c'est la limite des précipitations. Il y a la limite, on va dire, large, c'est à moins de 200 millimètres d'eau par an. La limite un peu plus stricte, elle est à 100 millimètres d'eau. Mais si vous voyez, ce tableau, vous voyez bien qu'il y a des endroits qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, arrosés que, 100 millimètres d'eau par an. Bah, le désert d'Atacama au Chili, c'est l'endroit le plus sec, sur notre planète. Donc il est ici, là, vous avez une photographie. Dans certaines zones du désert d'Atacama au Chili, il n'a pas
plu depuis au moins 400 ans. On n'a pas forcément les relevés au-delà, mais on sait que depuis 400 ans, il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée dans certaines parties de ce désert. Là, vous avez, des précipitations, elles sont calculées, sur les zones habitées, sur les villes, là où il y a des enfin vraiment des mesures, qui sont régulières. Donc par exemple, la ville, d'Arica, c'est elle qui a été mesurée sur 14 ans et c'est elle qui est à 0 parce qu'en fait, il n'a pas plu, depuis 14 ans et il y avait pas les mesures avant, heu et on a une moyenne qui est inférieure à, 1 millimètre d'eau par an parce que, il pleut quasiment pas et en fait, ce qui est, important, c'est pas seulement, en chiffre absolu, hein, 1 millimètre d'eau par an, c'est ridicule, mais c'est surtout qu'il y a une irrégularité des précipitations. Là, on parle de 14 ans sans pluie, mais dans toutes les régions qui sont citées ici, il peut y avoir plusieurs années, sans pluie. Donc c'est extrêmement compliqué en termes d'anticipation. On parle même pas d'agriculture, mais de gestion de la ressource en eau. Et la ville d'Arica, hein, pour vous donner une idée, c'est pas, une petite bourgade, rurale, la ville d'Arica, c'est 250 millions d'habitants, donc il n'a pas vu la pluie pendant, plusieurs années. Donc voilà, ça c'est une première contrainte, l'aridité qui est extrêmement forte et il y a une autre contrainte qui est, celle de la température. Donc la température, je l'ai dit rapidement, un des problèmes, c'est l'amplitude thermique, c'est-à-dire la différence, entre 2 températures. Elle peut être annuelle, entre l'été et l'hiver, mais elle peut aussi être diurne, entre, le jour et la nuit. Si on part, de l'amplitude thermique diurne, on peut avoir des écarts de température, par exemple dans le Sahara, qui vont entre 20 et 35 degrés. C'est-à-dire dans une même journée, entre le moment le plus chaud et le moment le plus froid en 24 heures, il peut y avoir jusqu'à 35 degrés d'écart. Et c'est pour ça les nuits en fait peuvent descendre assez, enfin peuvent devenir fraîches, et donc le Sahara peut, geler et il peut même neiger. C'est exceptionnel parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la pluie à ce moment-là et c'est très rare, à un moment où il fait très froid. Mais voilà, vous avez par exemple ici une photographie, qui a été faite il y a quelques années de neige sur les dunes du Sahara en Algérie. Il y a également l'amplitude thermique annuelle. Elle existe dans tous les déserts, hein, la différence entre l'été et l'hiver, mais elle est particulièrement forte dans les déserts des climats continentaux. On a parlé de la Mongolie, le record, il est à Verkhoyansk, en Russie, avec un écart, d'amplitude thermique annuelle de 104 degrés. C'est-à-dire que dans la même année, le moment le plus froid, a été la température la plus froide enregistrée a été à -67,8 degrés et la température la plus chaude enregistrée était à 36,7 degrés. Donc pour l'environnement, enfin pour les espèces végétales et animales, c'est un climat qui est très rude, mais pour, l'espèce humaine également, bien sûr et ça explique le faible peuplement. Heu on a ce problème, des températures, donc l'amplitude thermique, mais aussi le problème des extrêmes de température. Elles peuvent être très froides, on l'a dit, mais elles peuvent aussi être très chaudes et là, vous avez, un tableau avec les records de température. Alors j'ai pas trouvé un tableau plus récent, il date de 2008, mais le record ici que vous avez indiqué en Libye, en fait, il a été invalidé depuis. Il est maintenant détenu, du coup par, la Vallée de la Mort en Californie et le record de température en Afrique, hein, là c'est classé par, continent, est en Tunisie maintenant, mais j'ai pas retrouvé la température exacte. Il faut savoir, parce que ça change tout. Vous pouvez vous dire: «Ah 58 degrés, ça va». Alors déjà, ça va pas, mais surtout ce qui va pas, c'est que c'est une température qui est relevée à l'ombre, sous abri. Si on fait, la prise de température au soleil, alors là, le record de température, il est détenu par l'Arabie Saoudite. Il date de 2003 et c'est 81 degrés. Donc il faut bien imaginer que quand ils annoncent 58 degrés, c'est 58 degrés à l'ombre, à l'abri. Ça ne donne pas une idée des températures qu'il peut y avoir quand on est exposé au soleil, où c'est, extrêmement dangereux en termes de déshydratation et de manière générale, pour la mise en valeur de ces espaces, c'est dangereux puisque, l'eau va accélérer, pardon, la chaleur va accélérer l'évaporation de l'eau et brûler les plantes et donc c'est extrêmement complexe, de faire de l'agriculture dans ces conditions-là, hein. Il y a très, très peu d'espèces végétales qui arrivent à survivre dans ces climats-là et puis on l'a dit, c'est dangereux pour les humains, par exemple, le risque de déshydratation.
Il faut aussi ajouter, concernant les déserts les déserts chauds que ils sont très touchés par les risques de désertification. C'est vrai aussi pour les déserts, heu, on va dire, continentaux, hein, que vous voyez ici. Hem, les La désertification, ça veut dire, l'extension des surfaces, arides, donc où les cultures ne peuvent pas pousser. Donc ce qui fait que, l'installation des sociétés humaines dans ces espaces, de désert aride, non seulement elles sont très difficiles à la base, mais elles deviennent de plus en plus contraignantes. Et ça s'explique par plusieurs causes. Par l'influence du réchauffement climatique avec, la baisse, hein, sensible du nombre de précipitations qu'on observe depuis des années, et aussi, c'est lié, aux activités humaines de surpâturage et de déforestation, avec une disparition du couvert végétal, donc de tous les plantes, tous les arbres, qui entraîne une érosion du sol. Donc le vent finit par arracher le sol et ça va accroître le phénomène de sécheresse. Et une fois qu'il y a une disparition du couvert végétal, en fait, ça rend quasiment irréversible la désertification. Il faut mener, des actions volontaires, on va dire, pas, enfin de plantation pour lutter contre cette désertification qui s'étend. Et donc en fait, cette désertification, elle conduit à une extension des déserts en surface. En un siècle, on considère que le Sahara s'est étendu de 10. Donc vu que c'est 8,5 millions de kilomètres carrés, c'est quand même, une extension qui est importante. Et c'est une extension qui se fait au détriment des sociétés humaines qui étaient sur, les bordures, hein, par exemple sahéliennes, où c'est de plus en plus compliqué, de vivre et ça conduit à une précarisation des sociétés. Donc voilà pour les contraintes, des déserts, et de leur aridité. On va s'intéresser maintenant à la question de l'altitude. Ça, c'est aussi une vraie contrainte aux installations humaines, l'altitude, et c'est parce que l'altitude, en fait, ça implique plusieurs contraintes. Déjà, ça implique le froid. En fait, à partir du niveau de la mer, tous les 1 000 mètres d'altitude, on perd environ 6 degrés de température. Ce qu'on perd aussi, c'est de l'oxygène. Au fur et à mesure qu'on monte en altitude, il y a une baisse d'oxygène, de présence d'oxygène dans l'air. Or, on a besoin d'oxygène pour, respirer. L'altitude, c'est, aussi ça va avec, donc c'est en zone montagneuse, donc ça va avec des reliefs, avec des pentes qui rendent contraignante l'installation humaine. Donc voilà, tous ces facteurs font que l'installation en altitude est compliquée. Vous avez, ici un tableau qui montre la répartition de la population mondiale selon les altitudes. Et on voit qu'au-delà de 3 000 mètres, en fait, il y a presque plus, d'installations humaines. Si on En fait, ça représente 1,1 de l'ensemble de la population mondiale qui habite à plus de 3 000 mètres. Et si on regarde, plutôt, la frange la plus basse, hein, entre 0 et 1 000 mètres, donc ça, c'est des chiffres qui datent des années 2000, hein, qui sont un peu dépassés, mais c'est pas fa j'ai pas réussi à en trouver des plus récents. On est à, 86 de la population en dessous de 1 000 mètres. Alors, il y a pas d'occupation, enfin, il y a quasiment pas d'occupation au-delà de 5 000 mètres d'altitude. En fait, pendant longtemps, on disait il y en avait pas. Maintenant, on dit que c'est 5 500 parce qu'on parlera d'une exception justement qui est entre les 2. Alors que, le plus haut massif montagneux, du monde, le massif de l'Himalaya, a son plus haut sommet qui monte à 8 848 mètres. Donc on a quand même, plusieurs milliers de mètres qui ne sont pas, heu, exploités, on va dire, par, les installations humaines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 3 000 et 5 000, l'élevage et l'agriculture deviennent vraiment difficiles. Et c'est pour ça que, presque tout le monde est installé en dessous de 3 000 mètres et qu'il y a quasiment aucune enfin, c'est, rarissime, en fait. Il y a 2 ou 3 localités dans l'ensemble du monde qui sont au-delà de 5 000 mètres et il y en a une seule qui est une localité importante et c'est, la Rinconada, au Pérou, qui est installée à 5 300 mètres d'altitude. C'est la ville la plus haute, du monde en termes d'altitude. Alors elle représente 60 000 habitants et ça, c'est en hausse en plus, ce chiffre. En fait, dans les années 2000, c'était tout petit. En fait, c'était un campement de chercheurs d'or
Mais justement, ils ont trouvé de l'or et le prix de l'or depuis les années 2000 a été multiplié, par 6. Donc bah, beaucoup de gens ont essayé de, rejoindre, cet espace pour essayer de chercher de l'or et d'exploiter les mines d'or, à la, Rinconada, donc à 5 300 mètres d'altitude. Alors, bah, déjà, faut se dire, il y a 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer, à cette altitude et ça a un impact fort sur la santé des personnes qui sont là-bas. On va parler d'un mal chronique des montagnes. C'est le nom qui est donné par les médecins ou maladie de Monge, du nom de la personne qui en a parlé. Ça se traduit par des maux de tête, par des essoufflements, par des troubles de la circulation sanguine. Donc voilà, le manque d'oxygène a un impact fort sur la santé. Il y a aussi le froid, hein, l'hiver ça descend à -25 degrés. L'agriculture n'est pas possible, dans ces espaces-là et tout ça fait que, bah, c'est extrêmement contraignant. L'espérance de vie, chez la population qui est dans cette ville, elle est estimée entre 50 et 55 ans, c'est-à-dire presque moins de 20 ans, que la moyenne de l'espérance de vie au Pérou. Donc on se rend bien compte que les conditions ont un impact sur la santé. Et puis, du point de vue de l'urbanisme, ça entraîne des problèmes d'aménagement de la ville. Il y a pas de ramassage des ordures. Il y a pas un camion, benne qui viendrait, à 5 300 mètres d'altitude chercher les ordures, et donc vous le voyez un petit peu sur cette photographie, à l'entrée de la ville, il y a plusieurs kilomètres qui sont recouverts de déchets, puisque tous les déchets sont, bah, jetés, bah, là où les gens peuvent, hein, c'est-à-dire autour d'eux. Donc voilà, l'altitude, en général, c'est un facteur extrêmement limitant. On a juste ici une exception, dont j'ai voulu vous parler, hein, parce que c'est fascinant et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire des articles dessus parce que, le système d'exploitation de l'or, enfin, il y a plein d'enjeux, en fait, qui sont fascinants, dans cette ville. Mais voilà, on voit vraiment la contrainte est forte. Et puis on va prendre le temps rapidement de revenir sur les facteurs historiques et humains parce qu'on a dit, si les grands facteurs qui limitent l'installation humaine sont des facteurs environnementaux, ce ne sont pas les seuls à jouer. Il y a également des facteurs historiques et humains. Déjà, il y a, l'idée que je vous ai déjà dit, hein, les implantations humaines, elles sont quand même héritées du temps long. C'est-à-dire que les continents isolés, on va penser à l'Océanie et puis même, les Amériques, ces 2 continents restent encore aujourd'hui, peu peuplés par rapport à la moyenne mondiale. Et puis, il y a un autre enjeu, donc ça, c'est un peu pour le temps long et sur des périodes, plus courtes, parfois qui durent, mais souvent plus courtes, c'est, des migrations, les conséquences des migrations qui vont vider certains espaces, pour, différentes raisons. Par exemple, les Amériques, le continent américain, bah, a été vidé au moment de la colonisation, 15e, 16e, 17e, puisque les Européens qui arrivent, dans les Amériques, heu, arrivent avec leurs maladies. Ça entraîne un choc épidémiologique qui décime 90 de la population. Donc à ce moment-là, on a une chute, du nombre de personnes qui vivent sur le continent. L'Afrique aussi, un continent qui à un moment a eu une chute de sa population, bah, notamment, à cause de l'esclavage, puisque, d'abord ça vide en fait l'Afrique du centre par d'autres peuples, du reste de l'Afrique qui vont, mettre en esclavage, voilà les peuples du centre. Puis après ça va être toute l'Afrique et cette fois ça va être, le commerce triangulaire organisé, par les puissances européennes au 16e et au 18e siècle qui vont, organiser un dépeuplement du continent africain. Et puis à une échelle, plus fine, sur un seul pays, sur l'Irlande, par exemple, moitié du 19e siècle, bah, la population du pays diminue de moitié à cause de l'émigration massive. On est sur une période, troublée politiquement où, en plus, il y a une grande famine à cause d'une maladie de la pomme de terre et les Irlandais, migrent massivement vers, le continent américain et donc la population diminue de moitié. Donc on voit, hein, à différentes échelles que, des migrations peuvent avoir aussi un impact sur, le faible peuplement de certains espaces. Je vais m'arrêter là, je vais faire le grand 2 et le grand 3. Ce grand 2 est très court dans la prochaine vidéo, donc voilà.